Rebienvenue, chers auditeurs de Rage 2D. Merci d'être encore une fois fidèles au poste pour cette aventure sombre reflet en compagnie de notre joueur invité, Sultan en devenir, grand empereur du royaume du jeu de rôle, nul autre que Mathieu Gatien de Roche Papier Dragon. Comment ça va, Mathieu? Ça va très bien. Il y a juste ma blonde qui le sait, là, mais mon but dans la vie, c'est de devenir le roi des nerds. Ok. Donc, un jour, avoir une couronne en dés de plusieurs sortes et Ok. de me faire couronner le roi des nerds. Donc, merci Fantastique. de me porter le respect que tu me dois. Ah ben écoute, c'est tout à ton honneur, cher monarque. Puis, j'imagine que ça va être les dés conquis, là. Tu vas l'avoir Oui, c'est forgé à ça. partir des dés que tu Exactement. vas avoir. Ouais, Il va parfait. falloir que je tue du monde éventuellement, mais comme... ah, ça me Ouais. tente plus ou moins, là. Ouais, tu sais, la quête au pouvoir, hein, on n'a pas le choix, faut faire des grands sacrifices. Écoute, Mathieu, on se lance à pieds joints si tu veux pour la poursuite de cette aventure. Ouais, je suis là. Troisième épisode de Sombre Reflet. Au moment où on reprend notre partie, l'ombre vient tout juste de s'extirper puis s'expulser par l'une des fenêtres de la petite habitation dans ce très minuscule village. C'est lui donner un très grand titre parce que c'est plus un regroupement de quelques maisons. Mais Village Fantôme est probablement le titre qui convient le mieux à ce hameau, Lance aux couleuvres, qui a été l'un des premiers lieux où le mal qui afflige les marais s'est arrêté. Il semblerait que le mal y subsistait toujours ou qu'une partie d'entre elles, de ce mal profond, restait sur place, puisqu'accompagné de ton guide, tu as été capable de déloger le mal et de le chasser. Par contre, à l'inverse des combats que tu as déjà peut-être menés dans ta vie de nain, Préor, eh bien, ce mal n'était pas physique, tangible. Une ombre qui a été capable de drainer une partie de ta vitalité. Et alors que notre partie reprend dans cette petite chaumière très très sombre, les meubles sont cassés suite à votre combat, il y a une torche que tu tiens dans ta main qui jette des reflets de lumière autour de vous. Votre souffle est court à Daven et à toi, puisque vous venez tout juste de vous faire drainer une partie de votre force vitale. J'aimerais savoir, Préor, comment est-ce que tu réagis à cette rencontre et quelle est ta prochaine action? Euh, Premièrement, je regarde Devan, voir s'il est correct, s'il va survivre, est-ce qu'il est capable de respirer comme du monde. Il respire, il est sous le choc, puis plus le calme revient, si tu laisses passer un peu de temps, plus il va reprendre ses esprits, mais il est extrêmement faible. Vous allez avoir besoin d'un moment de repos avant de reprendre Ouais. l'eau, assurément. Moi, je pense qu'immédiatement, là, je, on va s'adosser, je vais faire une petite prière pour remercier les esprits qui sont morts ici de nous laisser nous reposer dans leur maison. Mhm. Puis je pense qu'on va se reposer, on va faire un short rest parce que on est trop magané. Puis cette altercation m'a laissé m'a enlevé un peu de ma confiance. Hmm. Mais la prochaine fois qu'on va la rencontrer, je vais être prêt. Excellent. Puis tes armures, qui n'avaient plus ou moins été mises à l'épreuve jusqu'à présent, Mm. ne sont pas écorchées par les griffes de créatures ténébreuses, mais tu sais que en tant qu'aventurier, tu as maintenant tes cicatrices d'aventurier. Tu as été Ouais. blessé, ton énergie vitale a été drainée. Puis probablement que tu vas avoir des problèmes de digestion pour les prochains jours après que ces mains spectrales soient rentrées à l'intérieur de toi. Prenez le temps de vous reposer. Je t'invite à donc faire les mécaniques de short rest qui sont associées. Si tu veux rouler des dice pour regagner des points de vie, Je l'ai faite pendant la pause. génial. Tu vois que Devan prend un peu de temps, pense ses plaies du mieux qu'il peut, certaines écorchures qu'il avait peut-être eu dans la journée ou autre. Il profite du moment pour prendre un bon temps de repos. Puis tu vois qu'il commence à un peu de transit de froid. Puis il va suggérer qu'après ce moment de répit, vous puissiez rapidement reprendre la route. La Ouais. noirceur de la nuit commence à s'installer dans les marais. Est-ce que Devan, est-ce que vous pensez qu'on devrait attendre le matin ici ou nous devrions continuer en pleine nuit? C'est vous qui voyez, mais si on a à se fier à mon opinion de guide, je sais que la Maison Longue est un lieu très sécuritaire. Après ça, Et si vous préférez pas naviguer de nuit, je peux comprendre. on... il nous reste combien de temps à peu près avant la Maison Longue? Je sais que son emplacement est pas si simple. En fait, c'est surtout trompeur pour ceux qui savent pas où ils s'en vont, mais
Vous avez la chance d'avoir recruté un bon guide. On devrait pouvoir s'y rendre avant le matin, ça c'est sûr. Allons-y, je ne crois pas que cette maison soit beaucoup plus sécuritaire que le canot. J'apprécie. Il va se diriger vers son embarcation. Quelque chose que tu voudrais faire avant de quitter le village d'Anso-Couleuvre? Les maisons que j'avais peut-être pas regardées avant, Mm-hmm. je vais aller leur donner mes respects aussi. Mm-hmm. Puis une fois que j'ai fait chaque demeure, j'avais remarqué aussi une petite place là dans le gazon où quelqu'un était probablement tombé. Je vais toucher cette place-là, je vais aussi donner mes respects à la personne qui a passé ici. Puis après ça, on va pouvoir y aller. Quand tu remets le pied à l'intérieur de l'embarcation, que tu retrouves un peu ton équipement, les bagages, que tu te réinstalles comme il faut, tu jettes un regard vers le petit hameau que vous quittez, puis il y a un sentiment réconfortant quand même qui t'habite, malgré cette rencontre troublante. Tu sens que la mission dont tu es investi de faire du bien, puis de représenter ce qu'il y a de bon, a été menée à bien ici. Tu as honoré les morts, tu as permis de soulager peut-être les tensions qu'il y avait entre le monde des morts et des vivants. Puis tu as chassé de cette maison l'ombre qui y résidait. Est-ce qu'il va y retourner? Le lieu n'est pas devenu un sanctuaire non plus, mais pour l'instant, tu leur as donné un moment de répit. Ça, c'est sûr. Au rythme répété du pagaie qui fracasse la surface de l'eau calme, le plus subtilement possible, vous continuez votre progression à l'intérieur des marais. Puis la noirceur autour de vous est omniprésente. Il y a à certains moments certaines agitations dans les fourrés autour. Vous prenez des instants de calme, enlevez les rames de l'eau pour espérer atteindre votre destination sans bruit. Question pour toi, Préor. Oui. Est-ce que tu désires presser le pas et donc sacrifier un peu de subtilité? Ou est-ce que vous vouliez y aller le plus furtivement possible à travers ces marécages? Lui, Devon, c'est un gars subtil parce que moi, j'ai pas cette capacité-là, mais je pense que je vais vraiment laisser Devon choisir. J'imagine qu'il irait peut-être en subtilité. Tu essaies d'inspecter un peu sa posture, la façon dont il aborde la prochaine partie de votre voyage, puis tu sens que la rencontre que vous avez faite l'a plutôt amené à être relativement tendue, puis il presserait le pas pour se rendre jusqu'à destination. Donc, je vais me fier à son jugement. Excellent. Donc, vous plantez les pagaies dans l'eau, puis de façon assez frénétique et répétée, vous continuez votre progression à l'intérieur des marais. Je vais te demander de rouler un D20 plus perception, s'il te plaît. 16. À certains moments, tu as ce sixième sens là, qui fait son apparition, la sensation d'être épié, d'être observé. Comme si quelque chose à travers les herbes hautes ou à travers les profondeurs des eaux autour de toi vous traquait, vous suivait. Mais même avec ta vision qui s'acclimate à la noirceur, t'es pas capable de distinguer une forme ou vraiment une réaction physique dans ton environnement. C'est plus comme si t'étais vu, observé, contrôlé, guidé. Continuez votre progression. Devon ne semble pas trop s'attarder à cette sensation. Peut-être qu'il s'en rend même pas du tout compte. Puis, il y a une bonne heure qui passe dans un silence de plus en plus long et lourd, avec le désir d'arriver à destination. Puis au bout d'un moment, tu jettes les yeux dans l'eau qui t'entoure, puis tu plantes ta rame. Puis dans le coup de rame, quand tu reviens, tu vois que sur les nénuphars à la surface, il y a une fleur. Puis ça attire ton attention parce que tu prends conscience qu'au final, depuis le début de votre départ, tu as vu beaucoup de végétation sauvage, puis pas tant de belles végétations, de fleurs ou de riches plantes. Le sol est riche en soi, mais c'est pas un lieu idyllique. Puis un coup de rame s'enchaîne sur un autre, puis les fleurs sur les nénuphars sont de plus en plus nombreuses, les herbes se tiennent plus droites, l'eau semble être plus claire aussi.
Par contre, les petits canaux d'eau dans lesquels vous circulez sont plus étroits, de sorte qu'il est quand même plus difficile pour vous de naviguer. Puis vous tournez à droite, à gauche, l'épais mur de végétation qui vous entoure fait que, bien malgré toi, tu aurais de la difficulté à retracer ton chemin si tu devais quitter ces canaux-là seul. Et au bout d'un moment, à serpenter comme ça, en essayant d'avoir des points de repère, la végétation de plus en plus riche et luxuriante autour de vous, vous arrivez dans l'équivalent de ce que je décrirais très simplement comme une clairière. La végétation autour de toi a laissé place de plus en plus à des arbres tortueux, noueux, décharnés de fleurs ou de feuilles, symbole de cette très vieille forêt qui devait être maître à l'époque puis qui a été submergée. Mais dans cette forêt, ici, il devait y avoir une clairière. Maintenant, les marécages occupent la plus grande partie de l'espace, mais au centre de cette clairière, tu vois monter sur pilotis une très très longue maison. Probablement l'équivalent d'un des grands halls que tu as déjà vu dans d'anciennes citadelles naines, beaucoup moins haut évidemment, parce qu'on ne profite pas de la même infrastructure, mais une grande habitation, comme l'antre d'un royaume ou d'un château, entièrement fait de bois, très vieux, mais très solide. Puis tout autour de l'habitation, tu entends le croassement de petits animaux, comme s'il y avait du tout petit bétail qui beuglaient ou qui s'animaient. La nuit est noire et sombre, puis à l'intérieur de cette maison longue, tu vois qu'il y a des torches qui semblent vaciller, les flammes sont réconfortantes. Et le lieu est relativement invitant. Je dis à Devan, j'imagine que c'est ici. Perspicace comme toujours. J'ai hâte de rencontrer ses habitants. Ouais, à ce sujet, théoriquement, il y a juste une personne qui a le droit de vivre ici. C'est la dame. La dame. Dame ça. Elda. Elda. Parfait. Ai-je droit de pénétrer dans l'enceinte de la maison longue? Ben, autrement, vous l'auriez jamais trouvé, c'est ce qu'on raconte. Ah. Parfait. Habituellement, on envoie nos malades ici, ou des gens qui sont en fin de vie, les enfants abandonnés, ou dont les parents se sont malheureusement perdus dans les marécages. Les kids dont prenait soin Elix vont sûrement finir ici à un certain moment, puis sont renvoyés ailleurs le temps que leur plaie soit soignée. L'accueil est chaleureux, mais en même temps, faites attention à ce que vous dites. Ça peut facilement être contrarié. Je vais traiter cette dame Elda avec le plus grand des respects. Merci, Devan. Ne vous en déplaise, je vous attendrai peut-être un peu à l'extérieur. Je comprends. Disons que on a du vécu. Je vais quand même... je vais amener sur mes épaules mon bouclier, ma hache, juste pour être sûr de... si jamais il se passe quelque chose, mais je débarque, je serre la main à Devan et je me dirige vers la maison longue. Tu t'approches de la grande maison, puis le frontispice de cette maison est sobre, mais le lieu est en soi très imposant, de par le caractère un peu alien avec le reste des constructions du marais. Ici, tout est à l'écart, tout est finement travaillé, puis quand tu te rapproches, tu te rends compte que le bois n'est pas peinturé ou orné, mais il est très travaillé. Il y a des sculptures ou des gravures à l'intérieur, des grosses poutres qui ceintent l'entrée, qui symbolisent différents visages comme si c'était des totems. Puis il y a des grandes fresques qui entourent la porte. Il y a des branches qui ont été nouées, liées entre elles pour former un arche au-dessus de ces portes doubles à l'entrée de la pièce. Tu t'approches, puis la porte s'entrebâille, comme si elle avait été ouverte de l'intérieur. Puis il y a une odeur invitante qui arrive jusqu'à tes narines, comme la viande, du miel à prêter, comme si un bon repas t'attendait à l'intérieur. Cette odeur d'un thé peut-être qui infuse en ce moment. Puis la chaleur aussi. Je pousse la porte. Est-ce qu'à l'intérieur, je vois quelque chose? Tu remarques... Je pousse la porte et je reste dans l'embrasure de la porte. Parfait. Tandis que tu pousses la porte puis t'observes un peu à l'intérieur,
Tu te rends compte que c'est des rangées de grandes poutres qui soutiennent le toit voûté. Puis qu'à différents moments dans le toit, justement, il y a des grandes ouvertures qui permettent probablement d'observer le ciel, les étoiles. C'est un mélange entre un lieu d'habitation, mais aussi, tu reconnais facilement de par ta formation que c'est aussi une espèce de lieu de culte. Il y a des endroits qui semblent être très solennels, puis d'autres qui sont très fonctionnels. Des étagères, des lits. Puis tu te surprends à reconnaître aussi certaines richesses. Des tapis assez épais, des ornements sur les murs, certaines étagères qui sont fermées à clé. Il y a donc cette notion assez ancienne sur les lieux. Puis plus au loin, à l'intérieur de la pièce, qui te fait dos, une femme marche dans une tunique assez simple qui descend à peu près à ses chevilles, les pieds nus, cintrée à la taille par une corde, une petite froque sur ses épaules qui permet de la réchauffer, de la préserver du froid. Puis elle a sur sa tête un grand turban qui englobe ses cheveux, ses oreilles, une partie de son visage. Puis dans sa démarche, tu vois qu'elle est d'un âge sûrement très avancé parce qu'elle projette autour d'elle cette notion de sécurité, de calme, de prendre son temps, de ne pas s'enfarger, mais aussi une vitalité très forte, très droite, une excellente posture. Puis elle avance comme ça, puis elle s'installe au centre, puis elle va avec une grande cuillère agiter le contenu d'une marmite qui crépite sous les flammes. Mon nom est Mon nom est Préor Foudrefer, fils de Typhus et Borghild Foudrefer. Puis-je pénétrer dans votre antre, dame Elda? Faites comme chez vous, Préor. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vous prépare un thé. Oui, avec plaisir. J'entre et je m'assois. Excellent. Tandis que tu pénètres à l'intérieur de la pièce, l'ambiance chaleureuse de l'extérieur se reflète de façon amplifiée à l'intérieur du lieu. Tu as cette sensation d'être à la maison. C'est confortable, c'est réconfortant. Tu as même l'impression qu'à partir du moment où tu mets le pied à l'intérieur, tes bottes commencent à sécher rapidement. Tes pieds deviennent de moins en moins humides, tes épaules moins lasses. Dans ce cas-là, je vais laisser mon bouclier et ma hache à l'entrée. Tu laisses ton matériel à l'entrée. Tu observes autour de toi. Roule un D20 plus perception, s'il te plaît. 17. Tu te serais attendu dans cette maison longue-là à voir beaucoup de vivres, beaucoup de stock, comme si c'était une gigantesque grange. Puis quand tu inspectes en déposant ton bouclier, ta hache à l'entrée dans les étagères, il y a des livres, il y a des pots fermés qui contiennent des herbes ou autres. Davantage dans l'échoppe d'un herboriste que dans la maison longue d'un chasseur. Tu rentres à l'intérieur, est-ce que tu vas t'asseoir avec Dame Elda sur les coussins et tapis au centre? Oui. Il y a une petite table basse, elle s'installe au sol, les jambes croisées. Il y a 2 petites tasses au centre de la table. Elle verse à l'intérieur de l'eau chaude de la bouilloire qu'elle raccroche au-dessus du feu. Puis elle pousse une tasse en ta direction. Bienvenue, Préor. Merci, Dame Elda. J'aimerais dire qu'on m'a beaucoup parlé de vous, mais je n'ai entendu que des murmures. J'ai entendu dire que vous étiez une vraie bénédiction pour cette région. Autant que j'en suis la malédiction, bien malgré moi. Ma présence a encouragé la population locale à me confier leurs malades, à me confier leurs vieux, leurs aînés, comme s'ils voyaient en moi peut-être une façon de s'en débarrasser ou de régler leurs problèmes. Ma bonté, certes, les a soignés, vous alliez dire. C'est souvent la dualité de l'altruisme. Il faut savoir donner, mais aussi retenir. La terre autour de moi me donne tant, me donne à me nourrir, me donne à boire, de l'eau fraîche aux alentours. Cette petite clairière à la lumière du jour est magnifique. Je dois dire, Dame Elda, qu'en arrivant ici, j'ai vu une fleur sur un nénuphar. Et elle semblait seule dans une forêt sombre et inhospitalière. Et ça m'a fait penser à ma mère Borghild, c'est la lumière d'Ulgorad, la ville souterraine dont elle était la lumière.
Elle guérissait les malades. Elle, elle menait les fervents vers la compassion et la passion envers soi et envers l'autre. Et cette petite fleur sur un nénuphar dans le milieu de cette eau noire semble être reflétée dans cette maison longue. Semble être une, comme une métaphore. Je ne sais pas si j'utilise ce mot-là correctement, mais votre maison semble être la fleur dans le nénuphar de ce marais. C'est une belle façon de présenter les choses. Vous avez plus de poètes que de guerriers en vous, je présume. On me dit qu'il y avait un problème à régler ici. On m'a donné les connaissances, les armes pour le régler. Et tout ce que je veux, c'est laisser un monde meilleur derrière moi. Noble intention. Et croyez-vous être la solution à notre problème? Si je ne le suis pas, j'aimerais aider la personne qui l'est. Excellente réponse. Vous avez en vous un brin de modestie. C'est peu courant chez les aventuriers. Je ne me vois pas vraiment comme un aventurier. Je ne fais que servir mon peuple. Et mon peuple m'a envoyé vous servir, donc vous avez un problème avec des créatures surnaturelles, si j'ai bien compris. Oui, entre autres choses. Nous partageons quelque chose, vous et moi, Préor. Nous vivons dans nos maisons respectives un problème avec une autre force, moins mystérieuse mais plus violente. La force des hommes, qui nous ont rejetés et qui vous font la guerre à vous et à votre peuple, au nord. Si seulement ils pouvaient voir à quel point nous sommes similaires. J'estime qu'ils le savent, mais qu'ils refusent de le voir. Je comprends ce que vous dites et j'aimerais que ce ne soit pas le cas. Mais je ne suis pas aveugle. Vous savez, la terre dans laquelle nous sommes ancrés, l'eau qui mouille vos bottes, est très vieille, très ancienne, plus vieille même que le plus vieux des hommes qui foulent cette terre. Et peu à peu, je pense que ses habitants ont perdu contact avec ce sol ancien. Saviez-vous qu'avant ici, c'était une forêt luxuriante? Avant que l'eau décide de pénétrer la côte et d'envahir la terre. Qu'est-ce qui pourrait pousser autant d'eau à envahir autant de sol? La folie des hommes. Voyez-vous, bien avant les ancêtres de vos ancêtres, il y a de cela des centaines d'années, le monde était plus instable. La guerre qui se livre au nord est certes violente, mais incomparable aux guerres qui se sont livrées il y a de cela multiples générations. Et elles se livraient différemment. À la différence de l'arme forgée, c'était l'esprit aiguisé et la maîtrise d'un pouvoir ancestral qui permettait de livrer bataille. Et cette force, ce que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de magie, a déréglé l'écosystème. Action-réaction, lorsque l'on prend, on doit rendre. Et en puisant la force du sol, on l'a noyé. Je dois dire que, peut-être aux grandes dames de mon père, je ne connais rien dans la magie. Mais si ce que vous dites est vrai, y a-t-il, pardon si je suis maladroit dans mes paroles, y a-t-il un lien avec les gens qui s'éteignent, vous croyez? Est-ce une sorte de vengeance de la Terre? Tu vois, au moment où tu poses cette question, l'ambiance autour devient plus sobre et sombre, un peu plus tendue. T'as l'impression, sans dire que les fleurs se fanent puis que les torches s'éteignent, là, que c'est plus froid,
moins convivial. Puis ses yeux se posent avec attention sur la tasse qu'elle tient dans sa main. Puis elle passe la main au-dessus de la tasse, puis tu reconnais la fleur de nénuphar qui se loge à l'étroit à l'intérieur de cette toute petite tasse de thé. S'il y a un lien, assurément qu'il y a un lien. Puis elle repasse la main dans l'autre sens, puis la fleur est fanée. Les feuilles et les pétales recroquevillés, comme si elle avait manqué d'eau, qu'elle avait été noyée elle aussi. Je crois que dans sa guerre au nord, le royaume de l'Aigle a réactivé certaines connexions avec des gens moins scrupuleux. Il semblerait que des choses très étranges se trament sur des champs de bataille. Je ne peux pas les constater par moi-même, mais mon réseau de contacts m'en a informé. Et je pense que ce même mal, ou cette même force qui veut profiter de l'instabilité des terres du renouveau, a décidé de semer le chaos ici. Je pense que vous avez raison. Il est maintenant temps pour nous de rendre ce qui a été pris. Et vous, Préor, la force qui anime votre bras, quelle en sera la compensation? Quel est le prix que vous devrez payer? Quel est-il? Je ne le sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Puis solennellement, elle va commencer à enlever le turban qu'elle a autour de la tête, comme Quirrell. Puis là, il y a Voldemort. Elle enlève le turban, puis il y a quelque chose que tu remarques qui est relativement anodin, mais qui pour toi est synonyme de vieille légende qu'on t'a racontée. Puisqu'en enlevant son turban, ses cheveux courts mais très fins et soyeux retombent derrière ses oreilles. Et celles-ci ont une forme très différente des tiennes, puisque se terminent de façon pointue. Puis à titre indicatif, tu n'as jamais vu d'elfe de ta vie. Mais cet être-là que tu as devant toi, intemporel, au visage très peu marqué de rides, comme si le temps n'avait pas d'emprise sur cette personne, relève des légendes des peuples elfiques. J'ai passé tellement de temps à chercher des réponses que le seul conseil que je peux vous donner, c'est que souvent, les questions existent, mais les réponses, elles, n'existent pas. Même si la réponse n'existe pas, il doit y avoir un moyen d'aider ces gens et d'empêcher qu'un nouveau village s'éteigne. Oui. Cette solution, je crois que c'est vous. Le mal qui nous afflige est très ancien, Préor. Il a été réveillé, et à une époque, il se promenait librement ici. Des centaines d'entre eux qui ont tenté de prendre mainmise sur cette forêt idyllique que nous avions créée, mes congénères et moi. Et pour pouvoir vaincre ce mal, nous avons dû sacrifier la forêt, le bannir, mais il était pris ici. La noirceur est intimement reliée à la lumière. Pour avoir une ombre, il faut avoir une source de lumière, et tant que la source de lumière est vivante, il y aura l'ombre. Il y avait à une certaine époque d'autres gens comme vous, ce qu'on qualifie aujourd'hui de héros, qui ont combattu la noirceur qui hante les marais. Je voudrais la combattre moi-même, mais je ne peux pas quitter ma maison. Si je quitte, ce sanctuaire meurt avec moi. Pointez-moi dans la bonne direction et je ferai ce que vous voudrez que je fasse. Sans aucune offense, mais comme les autres êtres mortels, vous courez de façon précipitée vers votre propre mort. Vous n'avez pas encore la force de combattre ce à quoi vous devez faire face. Laissez-moi vous pointer d'abord dans une autre direction. Une qui fournira certaines réponses à vos questions et qui peut-être vous donnera un certain avantage contre cette sombre menace. Une sépulture. Le lieu du dernier repos d'un héros qui vous a précédé. Une personne que j'affectionnais particulièrement. Un homme au cœur pur qui a sacrifié une partie de sa vie, de son existence pour combattre ce mal. Il s'agissait d'Ézéchiel,
Ézéchiel Telantes. Et que devrais-je trouver dans cette tombe d'Ézéchiel? Une âme, toujours intimement reliée, dans l'attente de son successeur, quelqu'un qui prendra sa place pour défendre nos terres. Parfait. J'ai mentionné aux populations locales que le lieu était maudit, que de sombres créatures y habitaient et ne devraient pas vouloir s'y rendre. Cela a évité bien des problèmes. Vous verrez que le tombeau est à l'air libre, à la surface. C'était la volonté d'Ézéchiel. Toujours pouvoir regarder le soleil succéder à la lune. Je sais pas comment vous faites, j'ai toujours peur de tomber dans le ciel. Faut savoir s'accrocher les pieds sur terre. C'est tellement plus simple avec un plafond. Il vous fournira, si vous êtes digne, des réponses à certaines de vos questions. Mais une chose aussi très importante que lui seul savait, que tous les tomes, puis à point de sa vaste bibliothèque, ne contiennent pas le nom de ce monstre qui hante nos terres. Ce démon qui se nourrit de la vie des villageois pour survivre. Si vous possédez son nom, vous pourrez le combattre. Mais pour ce faire, vous devrez vous montrer digne à Ézéchiel. J'espère qu'Ézéchiel me trouvera digne. Je me lève. Je m'en vais vers la porte. Je reprends mon bouclier. Je mets ma hache dans son fourreau. Je me retourne puis je dis: Mesdames Elda, je suis pas tout seul. Puis je pointe. Tu sais, les armures ont des espèces de mini boucliers sur les coins des épaules comme ça. Puis je pointe mon mini bouclier. Puis je dis: le clan Foudrefer est un clan de forgerons. Et chacun des fils Foudrefer et des filles Foudrefer ont une partie de leurs parents avec eux. Puis je quitte la maison. Roule un des 20 plus Religion, s'il te plaît. 17. 17. Quand tu quittes la maison longue, après cette annonce solennelle que tu es accompagné de la force de tes ancêtres, tu sens que ton pas est plus déterminé, plus solide, plus assuré. Puis, est-ce que c'est l'effet que tu te sois convaincu toi-même ou que tu aies réaffirmé ta foi dans une certaine mesure? C'est parce que c'est mon reliquaire. C'est parce que un reliquaire, c'est comme une boîte dans laquelle tu as une relique religieuse, puis étant donné que ma religion, c'est mes ancêtres, c'est que quand mes parents sont morts, on a pris leurs ossements, puis chacun des enfants a reçu un bout d'armure avec de l'acier fait avec les ossements de nos parents. Tu sens que c'est la partie de ton armure qui ne s'érodera jamais, puis qui ne sera jamais sujette à l'attaque de cette noirceur. Puis quand tu quittes ce sanctuaire, tu as l'impression qu'il y a peut-être une partie du sanctuaire qui vient avec toi. Tu prends ton bouclier, ton matériel. Pardon? Un jet de sagesse pour m'attaquer. Sanctuary. Tu remets le pied à l'intérieur de l'embarcation, puis même pour Devan, t'as l'air changé. Tu sais, quand tu viens d'avoir une conversation qui te booste, là, qui te motive, même si ça n'a pas été super exhaustif ou de grandes annonces, de grands échanges, t'es ragaillardi d'avoir rencontré cette force. Il y a quelque chose qui survit, malgré tout, dans ces marais. Un lieu impénétrable pour la noirceur. Devan? Allons à la sépulture d'Ézéchiel Telandes, s'il te plaît. Le lieu est maudit, là. On peut pas aller là. Devan, est-ce que j'ai votre confiance?
Ben, j'ai surtout votre équipement dans ma barque. Ce serait bien méchant de ma part de pas vous accompagner. Je voulais dire votre confiance pour ne pas révéler un secret. Ah! Tu vois qu'il est très, très sérieux. Là. Il te fixe dans les yeux. Oui. Parfois, un petit mensonge pour protéger une grande vérité est nécessaire. Allons à cette sépulture. Le bruit, encore une fois, des rames dans l'eau. C'est ce rapport à la réalité puis à l'avancement de votre petite embarcation qui quitte cette clairière, ce sanctuaire au milieu du marais. Puis tu te rends compte que la discussion a été brève, mais beaucoup de temps a passé depuis votre entrée dans les canaux puis vers la maison longue. Si bien que oui, vous avez été un peu reposé, mais on commence à être assez avancé dans la nuit à cette heure-ci. Et la fatigue pèse sur tes épaules qui sont pas habituées de ramer. C'est d'autres gestes répétés que tu as l'habitude de faire, mais ça vient créer de nouveaux muscles chez toi, réveiller de nouveaux muscles, d'anciens muscles. On aurait peut-être dû dormir là. Puis vous continuez votre progression dans la nuit, les sens en alerte, voir s'il n'y a pas une menace qui pèse sur vous. Puis, au bout d'un moment, tu te perds dans tes pensées. Tu réfléchis à cet échange que tu as eu. Tu n'avais jamais vu d'elfe avant. Pour toi, c'est pas très clair ce qu'elle était non plus. Ses oreilles pointues font juste témoigner qu'elle appartient à quelque chose d'autre. Quelque chose de différent. Puis tandis que tu es perdu un peu dans ses pensées, tu te rends pas compte que Devan a remis la rame à l'intérieur de l'embarcation. Puis au bout d'un moment, il fait juste tendre la main derrière toi puis il stoppe ton geste. Puis tu places la rame, tu arrêtes le mouvement. Puis quand tu balais le regard devant toi en prenant un peu contact avec la réalité, tu te rends compte que si tantôt c'était un sanctuaire de beauté, de vie, ici ça doit être en quelque sorte son opposé. Les racines des arbres se jettent dans l'eau peu profonde, encore plus nauséabonde qu'elle l'était avant. Les moustiques sont plus voraces, te piquant à travers les différentes... Ta chainmail, puis ils ont un meilleur attaque que les ombres qui vous attaquaient plus tôt. Même ton AC impénétrable ne vaut rien devant un moustique acharné. Puis, au cœur de cette forêt de ronces, de racines épineuses, de végétation oppressante, tu vois un petit monticule de pierres un peu plus loin, sur lesquelles il y a 2 grosses pierres qui semblent avoir été déposées et recouvertes par une autre pierre plate, beaucoup plus longue. C'est assez évocateur pour toi, c'est une tombe. Est-ce que c'est praticable à pied de ici à là-bas? En fait, la marcation ne pourra pas s'y rendre. Donc, tu n'auras pas le choix de t'y rendre à pied. Sauf que pour t'y rendre, il y a une bonne partie du chemin que tu devras faire avec de l'eau à peu près jusqu'à la taille. Oh, mes bottes sont sèches! Tu peux les mettre sur ta tête. Ok. Fait que je débarque. Et je suis à combien de pieds, mètres de la tombe? On va dire à peu près une centaine de pieds. Ok. Je m'approche, puis quand je suis rendu là où je dois rentrer dans l'eau pour ressortir sur, j'imagine, une espèce de dernier monticule de terre sur laquelle la tombe, j'exclame: Mon nom est Préor Foudrefer, 3e fils de Typhus et Borgil Foudrefer. Je demande la permission d'entrer dans ce lieu ancestral, avec respect. Puis j'attends quelques secondes. Roule un D20 plus persuasion, s'il te plaît. 15. Il y a quelques secondes 14, qui passent. 14. 14, ok. Il y a quelques secondes qui passent. Puis, tu sais, ce moment où tu prends un peu conscience que c'est peut-être ridicule ce que tu viens de faire. Là. Puis là, t'attends toujours un peu dans la réponse. Puis il y a juste une grosse bourrasque de vent qui balaie l'ensemble du lieu, puis qui fait tourner l'eau autour du monticule de pierre. Pas de réponse concrète, mais si tu avais interprété un signe, ça, c'en est un.
J'entre dans l'eau. Je me dis, un moment donné, mes pieds vont être secs pendant plus que 2 heures. Je ressors de l'autre bord. avec Ma hache puis mon bouclier. Attends. Quand tu jettes un coup d'œil derrière toi, Devan n'est pas allé dans l'eau. Il t'attend Ouais. à la bordure extérieure avec l'embarcation. T'es seul Tu fais bien. sur le monticule. Que fais-tu, Préa? Est-ce que Je tu me veux tape un. inspecter? Ouais, vas-y. Ouais, je me tape un autre Divine Sense. OK. Cette fois-ci, c'est pas que je m'attends à ce que ce soit. C'est plus pour me mettre au diapason des énergies Mhm. euh, invisibles, mettons. Là. Mhm. C'est sans que ce soit un avantage technique, là, mécanique. Non, Là, je comprends. J'approche de la tombe. Je l'inspecte un peu. Est-ce que c'est. Y a-t-il des écritures, quelque chose? La tombe est assez sobre, mais avec ton sens divin, quand tu as projeté ta conscience puis que tu t'es protégé dans tes prières, il y a quelque chose de particulier autour de toi, tandis que tantôt, plus tôt, quand tu l'as fait, tu as eu l'impression d'avoir accès aux souvenirs de quelque chose. C'est un peu ce même monde immatériel, mais c'est dans le présent. Il y a un combat à l'œuvre ici, maintenant. En ce moment. Quelqu'un qui se bat. Puis t'as juste cette image d'un preux chevalier noble avec une coupe très militaire, quelqu'un de très pragmatique, carré, une bonne corpulence, qui tient dans ses mains une lame, qui balaie devant lui, puis à chaque fois, c'est comme si c'était une torche qui éclairait, puis qui repoussait les ombres de part et d'autre. Puis c'est des images très fortes qui attaquent ton esprit, puis tu prends conscience qu'il y a une puissance undead, mort-vivante, très active sur les lieux. Sur la sépulture en soi, roule un D20 plus investigation, s'il te plaît. 19, naturel. OK. That's it. Beau gros dé, en plus. Ouais. Tandis que tu inspectes... petit dé, gros dé. Se font des amis. Tandis que tu inspectes la sépulture, tu te rends compte qu'elle est très bien travaillée, très façonnée. Puis tu te surprends à reconnaître, dans quelque sorte, des coups de marteau puis des angles d'attaque qui sont propices à l'architecture, propres à l'architecture naine. Ah! Il y a un savoir-faire de la pierre nain qui a été mis à l'œuvre ici, mais les glyphes puis les runes que tu peux voir qui englobent cette sépulture-là n'ont rien d'elfique. N'ont rien de nain, mais relèvent peut-être plutôt de ce que tu as vu plus tôt, l'art assez fin, semblable au style artistique de la Maison Longue. Je cherche la présence que j'ai ressentie. Ézéchiel, est-ce que quand je le sentais comme autour ou est-ce qu'il y a comme un point où ça se rassemble? Il semble être autour de toi, puis le combat, il mène sur le petit monticule de terre. Puis gravé dans la pierre sur le dessus de ce coffret, il y a une longue lame, comme si une épée avait été gravée dans la pierre. Puis la seule mot que tu es capable de reconnaître, qui est traduit comme la pierre de rosée, là, en plein de langues, que tu reconnais en nain tout comme en commun, c'est éclat de vie. Je vais mettre ma main, ma main trace le bas-relief de l'épée. Mm-hmm. Et je vais fermer mes yeux. Mm-hmm. Je vais penser à quand mon mentor m'a expliqué que l'essentiel était invisible aux yeux. Mm-hmm. Quand il m'a expliqué comment nos ancêtres pouvaient affecter le monde maintenant, même s'il n'était plus corporel, même s'il n'existait plus. Puis avec les yeux fermés, je vais mettre le sort de bénédiction dans ma main, comme si j'allais toucher quelqu'un avec. Et je vais faire le geste de ramasser une épée, là où l'épée est gravée dans le roc.
sens que ta main se referme sur quelque chose. Tu ressens le cuir d'une poigne à l'intérieur de ta paume. Tu ressens tes doigts qui semblent se fermer sur quelque chose de froid. Puis tu mélanges les yeux fermés, les yeux ouverts dans ces prières, dans ces rituels. Tu es convaincu que tu es capable d'extirper quelque chose de la pierre, mais quand tu ouvres les yeux, tu ne vois rien. Ouais, tu gardes les yeux fermés? J'ouvre pas les yeux. Parfait. Ben, en gardant les yeux fermés dans ce cas-là, tu te vois retirer la lame. Puis tu te vois retirer la poigne d'une arme, comme si tu tenais quelque chose à l'intérieur de ta main. Puis je dis... J'ai comme je sens que j'ai l'épée dans ma main. Puis je l'attends. Je l'attends comme juste à deux doigts comme ça. Puis je dis, Ézéchiel, prends ton arme. Puis je la lâche. Ça semble passer... Il semble avoir beaucoup de temps qui passe, mais au bout de quelques secondes, tu entends le métal. Cling, 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 cling. Comme si la lame avait frappé le sol. Puis se frottait sur la pierre ou la terre. Puis juste à proximité de toi, tu entends une voix, les yeux fermés toujours. Tu entends cette voix-là prise entre deux respires. Que fais-tu? Pourquoi viens-tu déranger le repos des morts? Initialement, pour connaître le nom du démon qui hante ces terres, mais vous sembliez être en combat, je venais vous porter main forte, mais c'est peut-être pas mon combat, désolé, Monsieur Talantes, je croyais bien faire. Tu as bien fait. Tu es celui qui peut rapporter la lame. Reprends mon combat. Montre-toi digne de nos ancêtres. J'ai encore les yeux fermés. Je me penche en pensant au fait qu'il a dit nos ancêtres. Est-ce que je suis capable de retrouver la lame? À tâtons, tes doigts cherchent la lame, puis tu finis par ressentir cet objet très très froid que tu ressaisis. Ézéchiel, où est ce démon que vous combattez? Libère-moi de ma souffrance éternelle et je pourrai t'aider. Parfait. Est-ce que je sens quelque chose? Est-ce que... C'est très froid autour de toi, comme si, tu sais, dans l'eau, là, quand des fois il y a un courant froid qui passe, c'est un peu ça que tu ressens, mais dans l'air autour de toi. Comme s'il y avait quelque chose de... un vent froid, une bourrasque, très agitée quand il parle, souffle sur ton visage. Je pense à quand j'étais petit gars, puis qu'on était dans ma famille, puis qu'on allait voir mon père quand il revenait de sa tour de travailler, puis qu'il me prenait toujours en câlin, parce que je suis le troisième, fait que comme les deux autres y arrivaient, puis il me prenait toujours comme en câlin par l'arrière du cou, très gentiment, mais comme c'est pas un gros câlin complet, c'est juste comme une main un peu en arrière des épaules, en arrière de la nuque. Puis je me vois mettre la main un peu comme ça, puis j'imagine réconforter Ézéchiel quand je passe la lame invisible, toujours les yeux fermés, à travers ce que j'imagine être peut-être son corps. Puis un moment qui se vit dans ton esprit, les yeux fermés, mais probablement devant toi aussi, ce que verrait Devan à l'autre extrémité complètement de ce bassin. C'est toi qui sembles planter ta lame dans quelque chose qui devient de plus en plus matériel. Plus t'enfonces ta lame dans cet être spectral, plus il semble prendre ancrage dans la réalité. Et la lame qui était si légère dans tes mains devient elle aussi de plus en plus lourde. Puis c'est comme si les choses que tu avais imaginées ou que tu avais entendues dans ton esprit prenaient ancrage dans le concret maintenant. Puis tandis que tu plantes ta lame puis que tu arrives à la poigne, au pommeau quasiment qui s'accote sur la poitrine de l'homme. Merci. Maintenant, prouve la valeur de tes muscles. Puis le froid
auquel tu t'étais acclimaté, qui était normal bien qu'effrayant autour de toi, laisse tranquillement place à un froid plus poignant, comme une froide journée d'hiver humide, le vent qui gifle ton visage, puis à tes narines revient une odeur de soufre. Est-ce que tu conserves les yeux fermés, Préa? J'ai... Oui. Tandis que tu gardes les yeux fermés, puis que tu t'imagines cette scène, tu vois la lame à l'intérieur du corps de l'homme qui est devant toi s'illuminer. Puis commencer à acheter en réponse à ce froid qui vous assaille, une lumière chaude, réconfortante, comme une tasse de chocolat chaud après une grosse journée de plein air, comme le feu d'un foyer, la chaleur réconfortante du corps de ta mère qui te serre dans tes bras. Puis ça répand cette chaleur autour de toi. Puis la voix qui te parle est de plus en plus exigeante, demandante. Combat, livre, bataille interrompue. Libère-moi complètement de ces ombres et je t'aiderai. Combat, maintenant. Combat qui? Combat qui, Ézéchiel? Puis ta question ne trouve pas réponse, mais ta concentration est perturbée par un cri, au loin, par quelqu'un qui semble avancer, essayer de courir dans l'eau jusqu'à la taille. Puis t'entends la voix de Devan. Préor! Préor, attention! Préor! Ça vient comme briser, là, cette espèce de concentration pieuse que t'as. Je vais ouvrir les yeux pour regarder Devan. Est-ce qu'il est en danger? Tandis que tu tournes les yeux puis que tu regardes Devan, tu le vois s'avancer au loin, puis il semble pointer dans une direction opposée. Puis juste à côté de toi, tu sens ce vent glacial, une ombre spectrale se rapprocher, puis essayer d'attaquer à ton visage. Et dans ta main, tu tiens une lame très longue, la poigne très finement travaillée, visiblement de nature elfique, mais le métal a quelque chose de très nain, très solide, très fort. Puis elle jette une très grande lumière bleutée qui éclaire tout autour de vous. Puis quand tu te retournes puis tu regardes l'ombre, on dirait que la lumière s'amplifie, puis l'ombre recule, comme attaquée par cette lumière. Puis tu prends conscience qu'il y a 3 ombres qui vous attaquent et qui t'assaillent. Et je vais te demander de rouler l'initiative, s'il te plaît. Oh boy, 5. OK. C'est quoi les stats de cette arme-là? En fait, c'est une épée plus 1. OK. Et Épée longue? oui, c'est une longsword plus 1. Et elle a la capacité de produire de la lumière. As a bonus action, tu peux l'allumer. Les esprits sont autour de moi. Devan, est-ce qu'il est comme hors du combat? Ouais, tu risques probablement d'avoir le temps de faire plusieurs actions avant de se rendre, puis il y a de la difficulté à avancer, il n'est pas très rapide. Tu m'as dit que tu avais eu 5 d'initiative, right? Ouais. Excellent. Parfait. Excellent. Alors, Préor, tandis que tu saisis la lame, puis tu vois l'ombre qui avance vers toi, attends ses doigts spectrales dans ta direction, puis elle va essayer d'attaquer, puis de tirer une partie de ta vitalité. T'as un 13 pour toucher. Nope. En plaçant, j'imagine, peut-être l'épée entre vous deux, comme par cette incandescence, elle recule. Puis elle va essayer de se rejeter à nouveau sur toi, puis elle est pas capable de comme cette aura autour. Puis derrière toi, tu jettes de l'ombre entre toi et la lumière. Il y a une autre ombre qui va essayer de grimper, puis de venir t'agripper dans le dos, puis tirer ton épaule pour te ramener vers la terre. Et c'est un 13 pour toucher. Donc, encore une fois, t'évites cette attaque. Et tu remarques que la 3e ombre qui est autour de vous commence à circuler autour, puis il y a un comportement assez différent des 2 autres. C'est à toi à parler, Préor. Tu as une ombre devant, une ombre derrière, puis une ombre qui rôde autour. Que fais-tu? Est-ce que je sais c'est quoi ces ombres-là?
Fort probablement que non, mais tu sais par contre qu'ils sont... À chaque fois que tu as imposé la lumière, ils ont mal réagi, ils semblent être plus faibles à la lumière, puis que ton arme standard, ta hache, a eu peu d'impact sur eux. Donc, dans leur comportement, c'est ce que tu sais. Puis tu sais aussi que lorsqu'elle te touche, elle aspire une partie de ta vitalité, qui d'ailleurs a été corrigée. Hein? T'es plus à moins 4 de strength en ce moment. C'est ta force normale. Je prends mon bras avec mon bouclier, je le tape sur mon chest en touchant à mon petit... à ma mère. Et je dis... Ombre, vous ne trouverez aucune faille dans mon armure. Puis je me lance protection contre le mal. Ils ont des avantages pour me toucher. Ils peuvent pas me posséder, me charmer, m'effrayer. Tout ça. Cool. Très cool. C'est ton action? C'est mon action, malheureusement. Puis j'ai challenge avec mon épée. Puis ça va être ça. Excellent. Tu les challenges, puis tu regardes autour, puis les ombres commencent à tourner, puis l'ombre qui était plus agitée se rapproche de l'endroit où tu étais, théoriquement avec Ézéchiel plus tôt, où en ce moment sur le sol semble, en alternance, quand tu clignes les yeux, est-ce que tu la vois, est-ce que tu la vois pas, tu sais plus ce qui appartient au monde réel et le monde immatériel, mais il semble y avoir quelqu'un couché dans la paillasse à côté. Puis l'ombre se rapproche, se retourne et va se jeter sur une autre ombre. Puis commence à se tirailler entre eux, puis c'est comme si la réalité s'arrachait, puis t'entends la voix d'Ézéchiel. Combat! Combat! Puis des longues plaintes. Puis quand tu fermes les yeux, tu vois que l'une des ombres qui combat, c'est l'ombre d'Ézéchiel. C'est son esprit qui est en train d'essayer de te protéger dans sa sépulture. Mais il y a toujours une ombre derrière toi qui, elle, n'a rien à voir dans ce combat. Et elle va justement essayer de te prendre au cou. Ton armure, elle, est impénétrable. Ben voyons voir ta chair, pauvre homme. Et ça va être un 21 pour toucher. Y a-tu des avantages? Ah bon, bien vu, bien vu. Ça va être un 19 pour toucher dans ce cas-là. Ah, ça touche quand même. Ah bon, voilà. Bien vu, good call. Ça donne 7 points de dégâts nécrotiques. Bruh. Et tu vas enlever 1 à ton score de force. Aïe, 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 aïe. Alright. Elle a la main à ton cou, puis elle tire ton souffle, puis tu sens que tu as de la difficulté à respirer. Comment réagis-tu, Préor? Je vais la stab avec mon épée avec Lightbringer. Pas mal sûr que je la touche avec 20. 20, ça touche, oui. En fait, 21. Hein. Oh my god! 4 de dommages. 4 points de dégâts. Minimum damage. Tu vois qu'au moment où tu la piques avec ta lame, t'espérais, ou tu t'attendais plutôt à devoir gérer le contrebalan, comme avec ta hache plutôt, mais là, ça trouve pleinement sa cible. Puis tu plantes ta lame, puis tandis que tu tournes la lame, t'entends la créature qui crie, qui hurle, qui lâche son emprise. Et elle semble prendre quelques pas de distance de toi. Action bonus, est-ce que tu veux faire quelque chose? Je sais pas si t'as ça sur toi. Pas encore. Non. En fait, action de mouvement. Ouais. Rapprocher de l'ombre d'Ézéchiel. Excellent. Donc, tu te rapproches, tu te repositionnes sur le combat, puis vous êtes les deux à combattre avec vos ombres, puis tu vois Devan qui continue à crier puis à hurler « Attention, attention! » Puis il court dans ta direction, puis essaye à travers l'eau qu'il y a jusqu'à la taille. Le combat entre les ombres derrière est très violent, mais au bout d'un moment, tu vois que l'ombre d'Ézéchiel est repoussée vers son propre corps, puis qu'elle essaie de ressortir comme si c'était son âme qui combattait, puis attend la main dans ta direction, puis tu vois que pour cette round-ci, en tout cas, elle semble avoir perdu son combat. L'autre ombre, par contre, est décharnée, comme si des parties de cette ombre-là qui avaient été arrachées puis qui volaient de façon spectrale derrière elle. Tu as donc 2 ombres endommagées à côté de toi, et l'une d'entre elles va essayer de t'attaquer, tandis que l'autre se précipite vers le corps d'Ézéchiel. Avec des avantages. Et c'est encore pire du pire, c'est 7 pour toucher. Parfait. Donc ça ne touche pas. Elle essaye de se projeter vers toi, et en plaçant la lame, ça le repousse naturellement. C'est à toi, Préor. L'autre ombre se pitch sur le corps d'Ézéchiel. Ouais. Étant donné que j'ai fait mon level up, j'ai Defender, fait que je peux lui donner des avantages. Je sais pas si tu fais leur combat, là, mais Ouais, parfait. j'ai comme... Je me suis interposé, puis j'ai comme protégé l'ombre d'Ézéchiel. Excellent. Fait que tu t'interposes entre les deux, puis tu essaies de te replacer, puis ça donne une chance à l'ombre d'Ézéchiel de sortir, puis au moins à l'avantager pour que ce soit un combat à odd égal.
Et t'attaques. Parfait. J'attaque l'ombre qui était maganée par Ézéchiel. Excellent. Ça va être un 17. 17, ça touche. Pour le dégâts. Ça va être un 5. 5 points. Tandis que tu tranches puis tu utilises tout ton contrepoids pour t'appuyer sur la lame. Tu vois que le spectre semble se briser en deux. Puis que juste la partie supérieure qui continue de subsister, le reste s'effondre au sol puis se mêle au brouillard. Puis il y a juste cette toute petite ombre qui essaie de trouver un point d'ancrage puis les cris sont décharnés. Fin de ton tour, Préor? Ouais. Excellent. L'âme d'Ézéchiel est capable de se relever puis se précipite justement à la gorge de ce que pourrait être l'ombre que tu viens tout juste d'attaquer. Et puis t'entends des cris puis des hurlements puis tu vois qu'elle semble être déchirée puis dans un éclat ou un éclair, tout redevient très sombre, la lumière redevient normale autour de toi et l'ombre semble être détruite, mais l'ombre d'Ézéchiel aussi semble être très endommagée. Il ne reste que donc que toi et une autre ombre qui se rapproche en rampant sur le sol, qui va essayer de t'agripper par la cheville puis de te tirer dans les profondeurs à des avantages. Ça va être un 16 pour toucher. No. Non. Ça ne touche pas, elle essaie d'agripper ta cheville. Pas tes bottes mouillées, ça. C'est à toi, Préor, et juste à tes pieds, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que 13 ça touche? 13, ça touche. Yes! Ah bon, enfin 10 de dommages. 10 points de dégâts, c'est largement suffisant. Tandis que tu retournes la lame, puis schlac, tu la plantes dans l'ombre, qui essaye de se débattre du mieux qu'elle peut, mais qui rétrécit sur elle-même. Puis la lame devient illuminée, puis l'ombre est dispersée à ce même moment. Je suis pas habitué de me battre avec une épée. C'est pour ça. Tu te retrouves donc haletant, un peu essoufflé, avec cette nouvelle lame en main, sur ce monticule de terre, la sépulture de cet ancien chevalier au centre du marécage. Et c'est précisément là-dessus qu'on va reprendre lors de notre prochain épisode, Mathieu. Merci. Très cool, super belle implication. J'ai bien aimé le fait de ramener tes ancêtres puis comment t'as mêlé cette religion-là à ton armure. Good job, ça témoigne de ta créativité. Ben, c'est que dès le début, dans l'équipement de départ d'un acolyte, t'as un reliquaire, puis j'étais comme... Ça m'a fait penser à quand les Vikings utilisent des ossements pour faire de l'acier, parce que ça prend du carbone, en tout cas. C'est très cool, félicitations. Chers auditeurs de Rage 2D, j'espère que vous avez aimé ce 3e épisode, que vous avez eu autant de fun que nous à l'écouter et à le jouer. On se dit à très bientôt pour le 4e épisode. Et si jamais vous ne pouvez plus d'attendre, je vous rappelle que quelques pièces d'or vous permettent de débloquer tous les épisodes de cette mini-série sur notre Patreon pour les amateurs de binge-watching. Pour vrai, c'est genre un 132e de Vitamix, comme vous pouvez vraiment vous abonner au Patreon. Tout ça calcule là-dessus. C'est excellent. Hey, sur ça, on se dit merci et à très bientôt. Ciao.